Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle de l'autogestion par groupe, qui est une méthodologie. On va en parler. Source d'efficacité, on va en parler avec Amandine Derat, directrice adjointe Adar Flandre Maritime. Elle a été, en tout cas sa structure a été primée au Lucas Awards. Elle nous expliquera tout dans quelques instants. Les entreprises s'engagent, des parcours d'emploi innovants pour des publics fragiles. On fera le point avec Isabelle April, directrice de l'innovation sociale au sein du groupe Sodexo, engagée dans ce grand et vaste réseau des entreprises s'engagent. Et le cercle RH, les violences au travail, parlons-en et on en parlera avec deux spécialistes, deux chercheuses. On parlera bien sûr des violences physiques, on parlera aussi du harcèlement au travail qui est considéré comme une violence plus sournoise mais tout aussi douloureuse. On fera le point dans notre débat. Le cercle RH, fenêtre sur l'emploi, Alstom veut attirer les jeunes talents et on fera le point avec Anne-Sophie Chauveau-Gallas, DRH du groupe Alstom, un groupe d'ailleurs qui a été primé lui aussi. On fera le point à la fin de notre émission avec la DRH d'Alstom. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on va parler de la manière dont on peut organiser et faire vivre des collaborateurs au sein d'une structure, collaborateurs d'ailleurs qui ne vivent pas sur site, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu. On en parle avec Amandine Derat, directrice adjointe Adar Flandre Maritime, primée au Lucas Awards. Vous deviez être avec nous sur le plateau, il faut le dire, mais malheureusement votre train n'est peut-être même pas parti de la gare de Dunkerque et vous êtes donc dans votre bureau. D'abord, commençons par ce trophée méthode et organisation du travail, qui est l'Award du bien-être au travail Lucas 2022. Ça récompense quoi concrètement? Une manière d'organiser et de faire travailler les collaborateurs ensemble? Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, le trophée Lucas nous a été décerné dans la catégorie méthode et organisation du travail. Donc, c'est une transformation organisationnelle qu'on a entamée depuis 2020, qui est travaillée depuis 2018. Et donc, c'est vraiment pour mettre en avant la nouvelle façon d'organiser le travail des aides à domicile qu'on a mené ce projet. Alors, soyons bien concrets, votre public, vous venez de le dire, ce sont les aides à domicile. Ces femmes, en grande partie, mais quelques hommes qui accompagnent des personnes âgées à leur domicile ou des personnes en situation de handicap. Quelle a été la problématique dès 2018? Vous vous êtes dit, on a des difficultés quoi? Des absences, des arrêts maladie, des personnes qui ne peuvent pas venir, et il faut pouvoir répondre, être le plus souple possible. C'est bien ça l'enjeu? Oui, tout à fait. C'est de par un premier constat de problématiques récurrentes qu'on rencontre dans tous les services d'aide à domicile, hein, pas spécifiquement à la DAR, de turnover, de difficultés de recrutement, d'absentéisme de difficultés de gérer les risques professionnels, de pallier au remplacement. Enfin, il y a énormément de difficultés dans le secteur de l'aide à domicile, hein. Voilà, donc il a été nécessaire, malgré qu'on travaillait déjà depuis plusieurs années à des actions d'amélioration de la qualité de vie au travail, de repenser complètement l'organisation du travail. Amandine, très concrètement, on voit bien que tout ça démarre de loin, 2018, mise en place 2020. Je sais que vous êtes vraiment la cheville ouvrière de cette transformation au sein de votre structure. Ça apporte quoi? On vient d'entendre ce que ça vous apportait, vous, côté structure, mais qu'est-ce que ça apporte aussi aux salariés, aux collaborateurs, à ceux qui sont engagés sur le terrain et qui, chaque jour, accompagnent des personnes âgées? Alors, une meilleure conciliation vie personnelle, vie professionnelle, puisque en fait maintenant les aides à domicile organisent leur planning en équipe, en petite équipe. On a arrêté l'isolement, c'est un métier où les salariés sont très isolés. Donc là, avec des temps de coordination qui sont très réguliers par équipe, on leur permet de se regrouper, de se retrouver pour travailler ensemble autour de l'accompagnement des personnes. Et puis, disons que c'est beaucoup plus facile de s'organiser en petits groupes que d'organiser un gros groupe de 50 personnes sur un secteur assez large. Juste un petit détail, parce qu'il y a plusieurs modèles. Il faut quand même préciser, Amandine, que vous êtes inspirée de choses qui existaient déjà dans d'autres pays européens. On parle du modèle Butzgorg. Il est différent de ce modèle-là qui, lui, était basé sur le personnel soignant, mais on n'en est pas très loin.
Oui, alors oui, c'est ça. En fait, on s'est inspiré de la méthode Burzorg. Donc, ça veut dire soins de proximité, hein, Burzorg. Donc, on a d'abord regardé ce qui se faisait là-bas. Donc, c'est vrai qu'au départ, ils sont partis de soins infirmiers, enfin, du métier d'infirmière, mais ils ont aussi étendu à l'aide à domicile. Donc, après, bien évidemment, il faut adapter parce qu'on est en France, on n'est pas aux Pays-Bas. La réglementation du travail n'est pas la même. Les mentalités au travail ne sont pas les mêmes. Donc, il a fallu travailler à un modèle adapté à la France et à notre association, puisqu'on peut le faire vraiment complètement différentes en fonction des envies et des besoins de chacun. Amandine, on veut comprendre, vous avez été récompensée par ce Lucas Awards. Concrètement, ça permet quoi? Ça vous permet d'avoir un planning où il n'y a pas de trou, ça permet de répondre aux besoins sans qu'une personne âgée se retrouve démunie. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte? Alors concrètement, donc effectivement, l'objectif numéro 1, c'est vraiment d'apporter un meilleur accompagnement aux personnes. Donc où auparavant, on pouvait avoir beaucoup de passages dans un même domicile. Là, l'équipe qui intervient sur un secteur qui est très restreint, donc va être la seule et unique équipe qui va intervenir au domicile des personnes sur ce secteur-là. S'il y a un remplacement à faire, ce sera au sein de l'équipe. La personne ne peut plus avoir quelqu'un qu'elle ne connaît pas à domicile. Et l'aide à domicile, à l'inverse, ne peut plus aller chez quelqu'un qu'elle ne connaît pas non plus. Donc on limite beaucoup les risques professionnels également. Ça, c'est intéressant ce que vous dites, Amandine, parce qu'on voit bien l'enjeu d'améliorer la vie pro, la vie perso, et puis on voit aussi la volonté chez vous, dans votre structure du Dunkerquois, l'idée quand même d'apporter une qualité de soins et de services aux personnes âgées. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et les temps de coordination permettent également aux aides à domicile de discuter ensemble du meilleur accompagnement qu'elles peuvent apporter. On n'a pas tous les mêmes compétences, on n'a pas tous les mêmes qualités. Une aide à domicile va parfois apporter une solution à sa collègue qu'elle n'aura pas trouvée toute seule et vice-versa. On peut les faire intervenir en doublon si vraiment il y a un blocage. Il y a vraiment beaucoup de possibilités qui se font avec cette organisation-là et beaucoup plus de transmission des savoirs et des compétences. Une dernière question, c'est important ce que vous nous dites, un échange entre les aides à domicile pour évidemment faire des partages d'expériences. Est-ce que pour vous, en termes de marque employeur, qui est peut-être un vilain mot, mais est-ce que ça donne envie justement, et est-ce que ça améliore le recrutement, cette méthodologie, cette façon de travailler ? Oui, tout à fait. Alors nous, il faut savoir qu'on travaille beaucoup avec les centres de formation, donc on prend énormément de stagiaires au sein de l'association. Et là, on voit déjà l'effet des équipes autonomes. On a beaucoup de stagiaires qui postulent pour venir effectuer leur stage ici. Et une fois que le stage est réalisé, ils veulent rentrer dans l'association. Et notamment, souvent avec l'équipe avec laquelle ils ont réalisé leur stage. Merci Amandine de Rade d'être venue nous rendre visite. Alors en visio, vous reviendrez peut-être nous parler en vrai et vous quitterez votre bureau du Dunkerquois parce qu'on a compris que évidemment l'association Adar Flandre-Maritime se trouvait dans le Dunkerquois. Je précise que c'est une association qui a été créée en 1973 et qui fait de l'aide à domicile. Merci Amandine. Merci à vous. À très très bientôt. On tourne une page, on s'intéresse aux entreprises qui s'engagent. On vient d'en découvrir une à travers cette méthodologie de l'autogestion. Place à notre rubrique hebdomadaire, les entreprises s'engagent. Les entreprises s'engagent. Notre partenaire Un Jeune, une solution pour donner la parole à ces entreprises, petites ou très grandes, qui s'engagent pour l'emploi, pour créer des emplois chez les jeunes, mais pas seulement. Et justement, on en parle avec Isabelle April. Bonjour Isabelle. Bonjour. Ravie de vous accueillir, directrice de l'innovation sociale chez Sodexo. Alors, vous avez 30 ans au sein de Sodexo. Je ne dis pas de bêtises, c'est bien 30 ans. C'est ça. Et c'est un combat que vous... C'est vertigineux, mais c'est ça. 30 ans chez Sodexo, donc vous êtes un des piliers de cette immense entreprise de restauration collective, pour le signaler et pour être précis, et vous êtes en plus, à côté de cela, à la tête de Passerelle. Et c'est de ça dont vous êtes venu nous parler, au-delà de vos engagements au sein du groupe. D'abord, qu'est-ce que Passerelle? Comment est née cette idée? C'est de se dire, on va tendre la main à ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi? Est-ce que c'est ça la philosophie? C'est aussi ça, mais c'est la volonté de Sodexo, finalement, dans la lignée de cette mission que notre fondateur nous a établie il y a plus de 50 ans. Il y a plus de 50 ans, Pierre Bellon disait, et ce n'était pas du tout d'actualité ni à la mode, que notre mission, c'était de contribuer au développement économique, social et environnemental des territoires dans lesquels on opère. C'est vrai. Personne n'en parlait de la RSE à l'époque. Tout à fait. Et vous avez mis en mots et en actes à travers Passerelle. C'est un écosystème. On va voir la photo d'ailleurs parce que le bâtiment existe physiquement. Si vous allez à Clichy-sous-Bois, vous verrez ce bâti moderne, très sympa. C'est quoi? C'est un écosystème où on crée de l'emploi,
Et on éduque aussi à la manière dont on se nourrit. On est sur des cycles courts. C'est ça l'esprit de passerelle ? C'est tout à fait ça. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment... ça part d'une conviction qui est que quand on est ancré dans les territoires, quand on est capable de créer des alliances entre les acteurs publics et privés, tous ces acteurs qui sont focalisés sur une étape de l'emploi, c'est-à-dire que ce soit l'insertion, la formation, quand on crée ces alliances-là, on arrive à avoir un impact et des sorties positives pour les habitants de ces territoires qui sont... On a choisi particulièrement les quartiers prioritaires de la politique de la ville parce que c'est là que les besoins se font sentir, c'est là que les entreprises ne sont pas présentes. Et donc la passerelle, qui est aussi le nom du bâtiment qui a vu le jour... Non évocateur. La passerelle héberge toutes les activités nécessaires dans ce territoire pour améliorer l'employabilité des habitants. Donc... On peut peut-être le décrire en quelques... Allez-y, on va voir le bâtiment si on arrive à le mettre ici, qu'on découvre le bâti. C'est de la cuisine, c'est apprendre à se nourrir. C'est quoi l'esprit ? Alors, quand on pousse la porte de la passerelle. Quand on pousse la porte de la... Alors là, on voit le bâtiment, là, qui est quand même un très beau bâtiment. Tout à fait. C'est un choix délibéré de notre part de travailler sur... un geste architectural et faire du beau aussi. Faire du beau. Mais bien sûr. Dans ces quartiers prioritaires et finalement être présent et ancré dans ce territoire pour travailler sur l'employabilité. Donc concrètement, la passerelle, c'est un bâtiment dans lequel on va trouver d'abord la mission locale qui est en charge de Un jeune, une solution et avec laquelle on travaille au quotidien. On va trouver une crèche parce que c'est la garde des enfants est un sujet... 20 places, 21 places 21 places. 21 places, hein. 21 places. Il y avait un vrai besoin sur le territoire et c'est un frein à la formation et à l'emploi pour notamment les mères célibataires dans ces quartiers prioritaires. Et puis, effectivement, on trouve ce qu'on appelle une légumerie, c'est-à-dire un outil qui va transformer de la production agricole locale. Et cet outil-là est le moteur économique du modèle. L'idée pour nous, c'est pas d'être dans la philanthropie, c'est vraiment de créer un nouveau modèle économique pérenne. Comme une entreprise. Comme une entreprise. Qui va donc vendre ses produits avec des salariés ceux qui vont conditionner et qui vont travailler ces légumes, étaient eux-mêmes très éloignés de l'emploi. Tout à fait. Et ils habitent dans le territoire. Et donc on a une vingtaine d'emplois directs qui sont créés dans la passerelle, mais on a aussi de grandes ambitions sur les parcours d'emploi, tout ce qui va permettre aux habitants d'arriver vers un emploi. Ce sont des formations, parce que c'est intéressant de savoir, une fois que ces jeunes sont passés par la mission locale ou que ces mamans ont pu expliquer leur cas en mission locale, déposer leur enfant, on leur dit vous avez aussi possibilité de travailler à la passerelle. La passerelle, comme son nom l'indique, c'est un passage. Et ensuite, ils vont vers où ? C'est quoi la suite ? Alors en fait, nous, notre ambition, c'est de créer des parcours d'emploi. C'est-à-dire que l'idée, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs, depuis ceux qui identifient les personnes qui sont demandeurs d'emploi. Donc on travaille très étroitement avec Pôle emploi, avec la mission locale. Et dans le cadre de ces alliances, en fait, on crée des filières d'emploi. Alors, je vais vous donner un exemple très précis. La première filière qu'on a créée, c'était pour le recrutement de vendeurs dans les boutiques Le Nôtre. Le Nôtre fait partie du groupe Sodexo et rencontrait des difficultés énormes de recrutement. Et donc, l'idée pour nous, ça a été de se dire, mais on a des problèmes de recrutement dans nos magasins à Paris. On a, d'un autre côté, dans ces quartiers prioritaires... Des jeunes qui ne trouvent pas. Des jeunes qui ne trouvent pas. Clairement. Donc, notre ambition, à la passerelle emploi, c'est de créer ce lien. Et pour créer ce lien, il faut identifier et donner envie à des jeunes d'exercer ces métiers, les accompagner jusqu'à ce qu'ils soient finalement en capacité, pas forcément technique, mais en termes de connaissance de l'entreprise, de savoir-être, pour pouvoir rentrer dans un métier dans lequel ils vont être formés. Oui, j'allais le dire. En l'occurrence, on a recruté une dizaine de personnes qui sont aujourd'hui dans les boutiques Le Nôtre. Donc issus de ce parcours de formation venant de la passerelle, le savoir-être pour Le Nôtre en particulier est essentiel sur la manière dont on accompagne un client. Il ne s'agit pas exclusivement de servir, mais aussi d'y mettre la forme, le vocabulaire et le ton nécessaire pour accueillir vos clients. C'est différent d'une cantine classique où là on a très peu de contact avec le client. Pareil pour les mamans, familles monoparentales, on voit quand même que vous avez préfiguré, sans le savoir peut-être,
la création de France Travail, puisqu'on en a beaucoup parlé ces derniers jours sur le plateau. C'est unir tous les acteurs autour du même sujet. Tout à fait. C'est une illustration extrêmement concrète et qui montre que on peut faire autrement et de façon très pragmatique et positive. Et vous prouvez aussi qu'on intègre, qu'on permet à des jeunes ou moins jeunes des quartiers de trouver leur place dans notre société, qui est un vrai sujet et qui peut peut-être d'ailleurs régler le problème du recrutement en général. Le Cercle RH, notre débat quotidien pour parler aujourd'hui des violences au travail. On va bien sûr parler des violences physiques, on va en parler, elles existent, elles sont là, mais on parlera aussi évidemment des violences psychologiques. Tous ou presque avaient connu dans votre carrière professionnelle un moment de violence psychologique. On parlera du harcèlement. Est-ce la même chose? Et on va faire le point avec 2 chercheuses qui travaillent sur ce sujet et qui enseigne. Marina Bourguin, merci d'être avec nous. Je dis merci parce que vous arrivez toutes les deux, on en parlera de loin, vous arrivez de Clermont-Ferrand et vous êtes sur notre plateau, c'est un vrai plaisir. Enseignante chercheuse à l'ESC Clermont-Ferrand Business School et vous avez remporté un prix, le prix du meilleur cas de gestion des ressources humaines décerné par l'AGRH, référence RH pour le cas Catwalk. Voilà, ensemble, avec Sabrina Pérugien. Et ce qui me permet de faire la transition, car Sabrina Pérugien est avec nous, maître de conférence en GRH et management à l'université Savoie-Mont-Blanc USMB. Tout à fait. Vous êtes à Annecy, pour être extrêmement précis, et vous partagez ce prix. J'imagine que ça fait extrêmement plaisir. D'abord, toutes les deux, parce que vous vous connaissez, vous interagissez sur ce sujet. Pourquoi avoir choisi cette thématique de la violence au travail? Parce que ici, sur ce plateau, on parle beaucoup de harcèlement moral, de harcèlement sexuel. On a fait d'ailleurs des émissions. Pourquoi avoir une vision plus globale encore autour de la violence au travail? Elle existe, cette violence? Allez-y. Tu veux peut-être démarrer sur Sabrina? Oui, tout à fait. Oui. La violence. Alors, ce sujet, c'est vrai il est venu à nous. En fait, on a commencé à s'intéresser aux injustices dans l'emploi et on voulait voir en fait les comportements de type courageux, des actes en fait pour se dresser contre l'ordre établi, contre des comportements qui paraissaient difficiles à soutenir. Qui viennent à vous, c'est-à-dire que des gens viennent exprimer leur souffrance. Dans le cadre d'entretiens, en fait, on a mené en fait des entretiens et alors qu'on s'intéressait aux situations de courage en fait face à l'injustice, on a découvert en fait l'envers du décor. Cône inversée. Voilà. Les situations de violence. Alors, voilà, vous aussi, vous êtes d'accord, ça vient à vous. Voilà, ce qui était important, c'est de s'apercevoir le niveau et la prévalence en fait de la violence et le fait, ce qui nous a le plus marqué et choqué, c'est pour ça qu'on a voulu aller vers les étudiants, c'est le silence en fait qui entoure à la fois la personne autour d'elle, il y a souvent pas beaucoup de soutien. Au niveau de la GRH, il y a souvent aucune réponse, voire des réponses qui sont peut-être malhabiles, comme on déplace soit la victime, soit l'agresseur. Fréquemment. Et au final, en fait, on remet pas en cause. On met la poussière sous le tapis un petit peu. C'est ça. On remet pas en cause ni l'organisation du travail, ni ce qui peut provoquer ces faits-là. 2 chercheuses récompensées. La violence au travail, c'est quoi sa définition, pour qu'on y voit clair? Parce que j'ai commencé par les violences physiques, puis ensuite les violences psychologiques. Alors, les 2 sont liés, parfois? Si tu veux, allez-y, partagez-vous la parole. Côté, en fait, au chronomètre, attention. Hein. D'accord. Si on regarde du côté de l'Organisation internationale du travail, on est sur des actions. Alors, on va citer la Convention 190 parce que la France ne l'a pas ratifiée. Alors ça, c'est un point aussi sensible en France. Donc cette convention indique que toute action, tout comportement, tout incident qui s'écarte d'une attitude raisonnable constitue ou par lequel une personne en fait est attaquée, menacée, lésée ou blessée dans le cadre ou dans le fait direct de son travail constitue une violence au travail. Et ça, c'est issu du code de l'Organisation internationale du travail. Alors, c'est pas un code, c'est une convention. La convention. Donc, c'est issu de cette convention. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est assez récent. C'est une convention qui date de 2019-2020. Pourquoi c'est pas encore ratifié par la France? Je pense qu'une des raisons, c'est que la définition est large, très large, plus large que ce dont on a l'habitude. Ce qu'il faut savoir en France, c'est qu'on a déjà eu
eu des prises de position au niveau européen. Par exemple, les partenaires sociaux ont signé un début d'accord national sur les violences au travail. Par exemple, une obligation d'affichage que vous ne tolérez aucun comportement violent dans l'entreprise. Donc on acte par un document qui est affiché dans l'entreprise. Absolument. D'accord. Une obligation de prévention sur justement la violence au travail. Mais ce dont on s'aperçoit dans les faits, c'est que les entreprises ne s'emparent pas suffisamment du sujet et que lorsque les personnes se trouvent en situation agressée, peut-être par l'extérieur, ça peut être un usager ou un client qui peut agresser. Ce qui est de plus en plus fréquent dans la relation de service au client. Ou un manager, un salarié ou entre salariés. Et bien, la situation est que les personnes se sentent démunies. Et ça, c'est plus acceptable aujourd'hui. Marina, Sabrina, quelques chiffres qu'on y voit clairs, je pense que vous les validerez, qui sont issus justement de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail. Une personne sur 5 victime, vous l'évoquez, durant sa vie professionnelle, de violences au travail. 17,9% de personnes soumises à des violences psychologiques et 8,5% de ces personnes soumises à des violences physiques et enfin 6,3% de ces personnes victimes de violences sexuelles. Là encore une fois, les mots ont un sens. Dans le langage commun des RH ou des experts qui viennent sur ce plateau, ils nous parlent de harcèlement. Harcèlement sexuel, harcèlement moral. Vous êtes beaucoup plus cash, vous parlez de violence, Sabrina. Enfin, ce ne sont pas les mêmes mots. Non, ce ne sont pas les mêmes mots. Et en même temps, dans la violence, on inclut en fait le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral. Dans la violence, on peut avoir des menaces, des gestes un peu forts, un peu spectaculaires. Dans le cas en fait que nous on met en fait en scène et qu'on propose aux étudiants, on a en fait une situation de violence qui se traduit par en fait une agression. C'est-à-dire que le chef d'atelier, en fait, on est dans un atelier de couture, le chef d'atelier balance en fait un ciseau de coupe, mais c'est 40 cm en fait de longueur, de nature à estropier quelqu'un. Et en fait, ça, c'est une violence aussi dans l'emploi. Bien sûr. Donc, c'est pas du harcèlement parce qu'il n'y a pas répétition. Okay. Mais c'est un geste de violence. Mais c'est un geste de violence. Vous avez raison, dans certains sites industriels, dans des usines un peu artisanales, il peut arriver qu'un marteau vole, qu'un boulon traverse l'atelier, on est d'accord. Tout à fait. Ça, vous l'avez. Ça peut être une injure. Une injure. Pas forcément à caractère ni sexiste, ni racial, etc. Mais humiliant pour le salarié. Voilà, devant les autres ou pas. Mais sauf que, excusez-moi de rentrer dans le détail, parce que vous avez fait presque un travail de sociologue, vous êtes des chercheuses, vous êtes des enseignantes, mais ce que vous avez fait dans cet échange, c'est de la sociologie. Vous avez écouté, vous avez recueilli, sans guider. Il y a un tabou sur ce sujet, parce que celui qui est victime de cela, un, il s'en vante pas, deux, c'est souvent parce qu'il a fait une bêtise, il s'est trompé de code, de taille, enfin il a fait une bêtise, qui ne justifie pas cette violence, mais il se dit, bon, je me sens un peu coupable. C'est compliqué quand même à gérer. Il y a une personne sur deux qui ose prendre la parole sur ces sujets, et pas forcément dans l'enceinte professionnelle, pas forcément en se référant à un responsable. C'est plutôt un ami, un parent, le conjoint. Et là, on va exprimer, les gens vont avoir du mal à le dire parce que y a la honte, il y a la crainte en fait aussi de nuire à sa propre réputation. C'est exactement ça. Tout ça va avoir une incidence en fait sur la prise de parole, effectivement. Et sans ramener toujours Freud ici sur ce plateau, mais le sentiment de culpabilité, se sentir coupable et de se dire après tout, je l'ai bien mérité. C'est les us et coutumes de l'entreprise. Parce qu'il y a de ça aussi. Oui, ça va plus loin, en fait, parce que parfois, vous avez vos collègues qui pensent que vous l'avez bien mérité. Exact. Le Schadenfreude. Si on reste... Le cas de Catwalk. Voilà, dans le cas de Catwalk, on a des collègues qui restent silencieux, et derrière, il y a quand même une forme de jouissance, en fait. Le Schadenfreude, c'est une émotion un peu jouissive, voir l'autre souffrir. En voyant l'autre souffrir. Absolument. Ça, c'est absolument terrible, et ça nous est tous arrivé. C'est-à-dire une espèce de scène d'humiliation où on voit qu'autour... C'est pas moi. Voilà, c'est pas moi, ça passe à côté. On n'a aucun soutien. Et donc, ça génère encore plus de violence psychologique. Concrètement, là, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes face à des étudiants. Donc, ce sujet, vous le portez, vous en avez été récompensé. Il y a d'abord la pédagogie auprès des étudiants, puis il y a aussi quand même, là, on est regardé par des DRH qui nous écoutent et qui viennent. C'est quoi ? Vous leur parlez à aux DRH, là, aujourd'hui ? C'est à eux que vous vous adressez ? Voilà, je pense que ce qui est important, c'est d'ouvrir sur les conséquences. Les conséquences à la fois, en fait, pour la personne visée, mais pour tout le collectif de travail, qui est soit témoin oculaire, soit témoin qui apprend que ça se passe. Typiquement, vous avez un désengagement plus ou moins fort, plus ou moins rapide, des arrêts de travail qui sont souvent pas expliqués. Vous l'avez dit, il y a un peu cette omerta, même de la part de la personne qui s'est retrouvée en situation. Donc, elle n'explique pas pourquoi elle est en arrêt de travail. C'est ce qui se passe dans notre cas. La personne est en arrêt de travail et il va falloir négocier qu'est-ce qui s'est passé avec un dirigeant et un responsable qui jouent le rôle de RH parce qu'on est dans une petite structure. Souvent, c'est ça. Et
Et c'est souvent l'administratif qui doit gérer. Donc, ces personnes-là ne sont pas au courant de ce qui s'est passé, parce que bien sûr, personne ne s'est vanté de ce qui s'est passé. Omerta, vous avez raison, silence. Voilà, il va falloir arriver quand même à négocier pour arriver à des actions de prévention et de réparation. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que nous, on fait jouer les étudiants autour de ça. Donc, c'est des cas pratiques, pour le coup, de situations que les étudiants vont vivre, enfin, vont en tout cas d'analyser et apporter des... Ils vont le vivre. Ils endossent en fait un personnage, en fait. Ils prennent un rôle. Et, jeu de rôle, c'est bien de le dire. Tout à fait, c'est un jeu de rôle. Et en fait, grâce à ça, on leur fait vivre en fait, des émotions. Ils doivent apporter des réponses. Ils se découvrent aussi eux-mêmes. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas forcément patients, pas forcément à l'aise quand il y a des discussions, des négociations à plus de 2-3 personnes, parce qu'ils sont 5. Et donc, ils se rendent compte que finalement, se faire entendre, c'est pas si facile que ça, que d'avoir les arguments qui font mouche, c'est pas si évident que ça. Et dans le feu de l'action, tout ça, c'est de nature en fait à développer des expériences, enfin des compétences pour eux en termes relationnels qui sont nécessaires aujourd'hui. Donc En fait, il y a un double cliquet dans votre action. Il y a préparer les étudiants à des situations auxquelles ils devront faire face un jour dans leur vie professionnelle. Donc ça, c'est une vraie formation, c'est de la compétence. Puis de l'autre, vous vous adressez quand même à des DRH en disant ne négligez pas des DRH ou des secrétaires généraux ou tout simplement des secrétaire administrative ou manager, ne laissez pas pourrir des situations. Vous dites qu'il y a un enjeu sur la Sécu parce qu'il y a des arrêts maladie, il y a les burn-out qui en découlent, il y a des dépressions. Des engagements plus ou moins profonds, plus ou moins longs, plus ou moins collectifs, voilà, qui peut... Et il y a même des études qui ont montré au Canada l'impact négatif qu'il y a sur la famille. C'est-à-dire que vous rentrez chez vous, vous portez ça chez vous. Évidemment. Et ça, c'est très lourd. Et ça a une incidence sur l'éducation des enfants et la relation qu'on a avec sa conjointe, qui peut être d'ailleurs des transferts de violence. Aussi. Parce que cette réflexion-là, il faut l'amener jusqu'au bout. Voilà. C'est un surmenage, une humiliation au travail, et on reporte dans son espace privé ses frustrations. Ce sont des lieux de plus en plus ouverts, en fait, étanches, enfin non étanches. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui au DRH? Parce que là, encore une fois, vous avez un recul et une vue panoramique. Le cas Catwalk, c'est un cas français, américain, italien Français, qui va être traduit en anglais. Là, aujourd'hui, on le mobilise au niveau licence et master. Donc je pense que ça c'est important de voir. On a toutes les deux des institutions qui sont impliquées par une vision aussi stratégique, à engager pour un monde meilleur. Par exemple, c'est la devise de l'ESC Clermont-Ferrand. Nous, on a vocation à effectivement pouvoir former des étudiants du bachelor jusqu'au DBA, des possibilités de faire des thèses, ayant des personnes qui ont vraiment des compétences sociales bien assises. Vous vous adressez à ceux qui un jour seront managers. Absolument. C'est ça votre objectif. C'est de commencer à faire rentrer dans le cerveau de ceux qui un jour auront des postes à responsabilité, une attitude, un comportement, et ils auront évidemment gardé en mémoire ça. C'est ça, Sabrina? C'est ça, mais pas seulement, parce que si on examine en fait les études, dont celle que vous mentionniez tout à l'heure, au niveau de l'OIT, en fait, on a quand même deux profils qui sont quand même surexposés à ce type de comportement. On a les migrants et les jeunes. Donc eux aussi, en fait, ils n'ont pas encore l'expérience, ils n'ont pas encore le recul et ils sont plus exposés en fait à ces types d'agissements violents dans l'emploi. Donc il faut aussi les préparer à décrypter, à décoder les situations qui peuvent s'appliquer à eux. Les plus fragiles, en tout cas, ceux qui n'ont pas la force, en tout cas, de résister. Quand même sur les chiffres que l'on a de l'OIT, qui est un organisme, vous l'avez cité tout à l'heure, la France n'a pas signé cet article, n'a pas ratifié la convention 190 pour être précis. On a les mêmes chiffres côté ANDRH, parce que est-ce que c'est les mêmes chiffres entre l'OIT ou entre ce qui ressort réellement des entreprises et ce que nous dit l'OIT? Je crois qu'il y a un écart. Ouais, alors on a quand même des chiffres par exemple NVF ou les conditions de travail de la DARES, et on voit que là aussi il y a une différence au niveau des sexes. Il y a 20% des femmes qui dans les 12 mois précédents ont été en emploi au moins 4 mois, qui déclarent avoir subi au moins un. Alors souvent, ce sont des choses qui sont même différents types de violences au travail. 17% des hommes. Il nous reste 5 minutes. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Vous formez, vous accompagnez dans vos structures respectives, Clermont-Ferrand, ESC, l'école du Mont-Blanc, qui ne se trouve pas qu'à Annecy. D'ailleurs, il y a plusieurs sites, il faut être précis. Il y a 2 campus. Il y a 2 campus. On fait quoi? Qu'est-ce que vous préconisez
que les DRH viennent aussi faire vos formations avec les étudiants? Je ne sais pas. Alors, Allons jusqu'au bout de l'histoire. Non, mais c'est possible. On vous propose des formations continues dans nos établissements. C'est pas bête, ça. Donc, l'idée, c'est qu'on va intégrer ce jeu. Alors, c'est bien parce que de façon ludique, on prend possession aussi. Ça, par exemple, un DRH va pouvoir prendre le rôle d'un responsable CGT textile. C'est excellent pour eux, voilà, d'être aussi de l'autre côté de la table de la négociation. Ils connaissent pas les attentes des différents partenaires, et puis on compare à quoi les équipes sont arrivées. Donc on sait aussi à la fin de 45 minutes, on a dans un temps très contraint, on a la possibilité de voir si certaines équipes sont allées plus loin que d'autres et pourquoi. On peut débriefer aussi derrière. Qu'on soit précis, les étudiants qui vont jouer ce rôle du méchant ou de celui qui agresse, et puis il y a celui qui va être agressé, ils ont un texte précis qui est très cadré. Enfin, c'est du théâtre. Oui, mais attention, ceux-là, ils ne sont pas présents. Et c'est ça qui est moi, à mon avis, qui est le plus important pour nous. C'est-à-dire que l'agressé et l'agresseur ne sont pas à la table de la négociation. C'est ça. D'accord. On est en train de réfléchir à ce qu'il faut mettre dans l'entreprise. C'est après, c'est l'aval. C'est ça. Donc on n'a pas vécu la scène de violence, mais en tout cas, ceux qui sont dans la salle récupèrent les conséquences de cette scène de violence. Absolument. Dont on leur décrit, j'imagine, les traits. Voilà. Et là, entre une négociation. Absolument. Entre qui et qui? Alors, entre la direction de l'entreprise, le DAF, directeur administratif financier, puis il y a 3 salariés, en fait, côté salarié. Donc, on a un délégué syndical. Bien sûr. Ensuite, on a le témoin. En fait, le témoin direct de la situation, et un autre salarié qui va être rapidement nommé, qui sera finalement le porte-parole, le délégué du personnel. Donc on a en fait 3 personnes, côté salarié, de côté employeur, et c'est là que la discussion... Et ce qui est intéressant dans vos scénarios, parce que c'est une forme de scénario qui est écrit, l'aboutissement c'est quoi? On arrive à quoi? Le salarié, comme vous le disiez, on met un peu la poussière sous le tapis, on le met dans un site à 100 km. Pas du tout. Ça dépend. Non mais c'est ça, mais je vous provoque un peu. Si c'est pour aboutir à ça, je me dis, bon... Absolument pas. Dans l'ensemble, vraiment, il y a un travail sur les sanctions. Donc, voilà. Donc reconnaître la faute de l'autre. Voilà, absolument. Compliqué. Mais normalement, et en même temps, on est sur des dilemmes managériaux. Oui. Ah oui. En même temps, on est dans une cas de transmission d'entreprise. Donc celui qui est auteur en fait de l'agression, on en a besoin a priori pour le devenir. Donc on ne peut pas s'en séparer. Donc on ne sait pas comment gérer. Donc c'est tout ça en fait, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Voilà. Et il y en a qui sont très frustrés, qui disent non, on ne reprend pas le travail parce qu'on est dans un débrayage. Voilà. Donc on ne reprend pas le travail tant qu'on n'a pas ce qu'on souhaite obtenir. Encore une fois, on voit beaucoup dans les études aussi des salariés qui souffrent parce qu'il y a un manque de sens à leur travail et un manque de reconnaissance. Et on en vient aussi à cela. Si le patron de l'atelier qui a acheté le boulon, qui a été violent, s'il y a une reconnaissance des faits, si celui, dans vos scénarios, si celui qui a commis ce geste se dit, fait un pas de côté et dit oui, j'ai fait une bêtise, je m'excuse, est-ce que ça fait avancer le schmilblick? Alors je pense pour les équipes, c'est déjà très important. C'est aussi une prise de conscience de l'agresseur, parce que lui aussi, souvent, il va un peu tendance à faire le blackout. Il faut qu'il sache qu'à partir de maintenant, il va être surveillé, en fait, à la fois par un collectif, il est moins fort que le collectif, il peut être mis dehors si jamais ça se reproduit, il sait qu'il va être surveillé par sa hiérarchie. Et donc ça, c'est des choses importantes qu'il faut mettre en avant, je pense, sur une négociation qui est concertée. Mais je vous coupe, mais Sabrina soulève un vrai sujet, c'est que quand c'est le patron ou celui qui vient de vendre l'entreprise, à qui est capable de dire à quelqu'un, tu as besoin d'être accompagné parce que tu es trop violent, tu as besoin d'être accompagné parce que tu bois trop, enfin je ne sais pas, il y a mille raisons qui fait qu'on peut être violent. Comment on fait avant de nous quitter? Absolument, c'est délicat. Vous disiez notre message aussi pour les DRH, il y en a qui sont dans des conflits de valeurs et dans des tensions de rôle. Certains DRH se sentent démunis en fait quand c'est le patron qui commet effectivement l'agression. Comment faire? Si je parle trop, je peux aussi... Mais moi aussi, je peux sauter. Donc ça commence à devenir dur, en fait. Donc c'est vrai que ça aussi, on ne minore pas. Et c'est un vrai point, en fait, de vigilance. Et on en a conscience, ouais. Marina, en conclusion, parce qu'on arrive à des points de limite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution magique dans cette affaire. La conclusion, je pense que vraiment, nous, notre rôle, c'est sensibiliser. Ça, c'est votre énormément, action. Voilà, les jeunes, et puis aussi en étant ici sur le plateau, les DRH, voilà, de dire que on est là, on le fait ça aussi de manière ludique, mais de manière complète. On n'est pas en train de faire un cours magistral. Oui, c'est pas un cours, on a bien compris. Voilà, on veut vraiment que les gens s'immergent dedans. On veut s'emparer de ce sujet, et on pense que c'est un sujet vraiment en France, c'est pas acceptable. Tu disais, je crois qu'on est avant-dernier sur les chiffres. On n'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous évoquiez évidemment cet article 190 de la convention de l'OIT. Voilà. Et ça, c'est important aussi de le signaler. Ça, c'est de la macro-juridisme, c'est important de le dire. Je pense que les entreprises
qui veulent parler du bien-être au travail, il faut qu'elles commencent à être très carrées sur ces questions de violence au travail. Il faut l'expliquer, il faut l'afficher, il faut en parler pour éviter, et il faut attraper les tomber les tabous. Et Absolument. sortir de la silenciation de ces comportements aussi, de la mise sous silence de tout ça. Merci mesdames de nous avoir éclairé sur ce sujet autour des violences au travail. On n'a pas utilisé ou très très peu le mot harcèlement. On parle bien de violence, mais c'est important de mettre ce mot-là. Merci Marina Bourguin. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je pense que c'est important de dire que les écoles de gestion, les IAE s'impliquent sur ces questions-là. Tout à fait. Et que les étudiants sont ceux qui dirigeront la France de demain. Voilà. En tout cas, les entreprises, à minima. Et qui feront prendre conscience à leurs DRH et à leurs dirigeants. Mais d'ailleurs, ils seront peut-être des RH. Merci Marina Bourguin, enseignante-chercheuse ESC Clermont Business School, avec ce cas récompensé avec Sabrina Pérugien, maître de conférence en GRH et Management, Université Savoie-Mont-Blanc, USMB. 2 institutions, 2 écoles qui forment leurs étudiants. Venez, vous les DRH, il y a de la formation continue. Absolument. Allez donc. Tout à fait, il y a de la formation. Annecy, c'est joli, Clermont aussi. Comme ça, je ne vais pas me faire taper sur les doigts, évidemment. Merci à vous, mesdames. On termine avec une DRH. La DRH d'Alstom qui vient nous parler de la manière dont son entreprise s'est transformée, justement. On l'accueille et c'est dans Fenêtre sur l'emploi. Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille la DRH Group d'Alstom. Vous connaissez évidemment cette marque. Je salue Anne-Sophie Chauveau-Gallas. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. DRH Group Alstom, vous êtes membre du comité exécutif et comme vous êtes une femme modeste, vous êtes vice-présidente monde. On est d'accord ? Donc ça veut dire que vous avez une vue panoramique sur l'ensemble de ce groupe et pas que sur les DRH en France. On va quand même d'abord faire un petit cocorico et un bravo parce que l'entreprise Alstom, leader mondial de la mobilité, a reçu pour la première fois la certification Top Employeur Monde 2023 avec des certificats dans 22 pays en 2023. Il n'y avait que 14 pays en 2022. Juste d'un mot, parce que j'imagine que ça rend fière une DRH de savoir que ces certificats, ce sont des audits extrêmement lourds et fastidieux. Ça dit quoi de votre entreprise, ça ? Alors ça décrit les bonnes pratiques RH qu'on a dans ces 22 pays, mais plus globalement dans d'autres pays. Et ça permet de démontrer aux différentes parties prenantes l'intérêt de rejoindre Alstom. C'est des audits extrêmement rigoureux et on obtient cette certification pour la première fois en 2023, certification mondiale, et on est 15 entreprises dans le monde uniquement à avoir cette certification. Donc effectivement, c'est une gratification, une valorisation de l'action menée par vos équipes et par vous, Exactement. et par l'ensemble de l'entreprise évidemment. On va parler des jeunes talents, vous y tenez beaucoup, parce que Alstom, c'est plus l'énergie, c'est le transport. L'un des leaders, si ce n'est le leader mondial dans le transport. Bombardier, intégration de Bombardier, parce que vous avez eu ces prix-là, ce prix, dans un contexte d'intégration d'une marque incroyable par ailleurs. Exactement. Donc, on a mené ça tambour battant. On a stabilisé un petit peu l'organisation en 2022. Et puis, on est reparti sur cette certification de manière extrêmement rapide pour 2023. 2 sujets, j'aimerais qu'on parle des jeunes talents, des enjeux. Alors, les fameux jeunes talents, c'est ceux qui sortent d'école d'ingénieurs, que tout le monde s'arrache et qu'Alstom veut avoir. Comment vous y prenez ça ? Ça, c'est un outil de marque employeur, ce prix. Vous dites, regardez ce qu'on propose. Alors ça, c'est un élément de preuve, on va dire, externe. Ce n'est pas nous qui affirmons quelque chose, c'est un institut indépendant qui confirme nos bonnes pratiques RH. Quand on revient un petit peu en arrière, les attentes des jeunes diplômés, pour moi, il y a 3 grands aspects. La quête de sens, les possibilités de se développer et puis un environnement de travail attractif. Donc la partie sens, quand on est leader de la mobilité verte, finalement c'est assez naturel. En plus on a aussi cette capacité d'innovation technologique, donc c'est assez positif. Sur la capacité de développement, en plus de cette certification Top Employeur, on a aussi une université d'entreprise, donc Alstom University, qui est à la pointe en termes de développement des personnes. Que ce soit dans le métaverse, casque de réalité virtuelle, mais aussi sur nos campus, en physique. Et donc ça, c'est extrêmement important pour des jeunes diplômés d'avoir ces perspectives de carrière. Et puis l'environnement de travail. Aujourd'hui, notre dernière enquête salariée, elle dit que 80% des salariés sont fiers de travailler pour le groupe. Avec l'idée d'une mobilité, puisqu'on parlait des 14 qui passent à 22 pays, ça veut dire que c'est aussi un groupe, et les jeunes ingénieurs, les jeunes talents,
Ils ont envie de bouger, il faut aussi... Ça joue énormément quand même d'être un groupe international. Exactement. Alors on est présent dans 70 pays dans le monde, on est 75 000 collaborateurs partout dans le monde et on a plus de 900 personnes qui en permanence sont en mobilité internationale. Mais pas uniquement, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui voyagent tout autour du monde pour travailler sur des grands projets internationaux. Et puis il y a aussi cette mobilité fonctionnelle qui est possible. C'est quand on rentre dans le groupe, tous les métiers sont possibles. Avec on peut rentrer aux achats, basculer en engineering, terminer dans la gestion de grands projets internationaux. Je dirais, il n'y a pas un parcours de carrière tout tracé. Or l'actualité brûlante sur les retraites, il y a quand même une réflexion des grandes entreprises sur les seniors. C'est-à-dire, et des grandes entreprises comme la vôtre, vous devez forcément vous poser la question, comment je garde ce talent qui a plus de 55 ans, comment je le place au bon endroit pour qu'il apporte à ces jeunes talents. Est-ce que ça, c'est une réflexion très approfondie? Parce que vous dites, il faut garder nos seniors d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, ça peut être du salariat, ça peut être un travail plus d'expertise par le biais d'une entreprise. Comment vous voyez cette question-là? Alors, il faut garder en tête que Alstom, c'est 86 milliards de carnets de commandes. Donc 86 milliards de carnets de commandes avec une vision sur le très long terme. Donc bien évidemment, on recrute des jeunes diplômés, mais on a besoin de transmettre du savoir. Et donc pour transmettre le savoir, il nous faut vraiment des gens qui ont contribué tout au long de leur carrière à construire ce savoir. Donc bien évidemment, les gens plus expérimentés, que vous appelez plus les seniors. Oui, c'est le mot utilisé, il est impropre d'ailleurs. Je dirais, et à partir de quel âge on est un senior? Est-ce que c'est 45 ans ou plus? Je ne sais pas. C'est effrayant, 45 ans. Mais on s'assure qu'ils transmettent leur savoir. Aujourd'hui, dans l'université d'entreprise, Alstom University, on a plus de 1100 formateurs internes. Et donc, ces gens-là, ils jouent un rôle clé de transmission de savoir à ces jeunes diplômés qu'on intègre tous les ans. On a par exemple des séminaires d'intégration qui nous permettent de passer ces savoirs. On a des modules de formation extrêmement détaillés, à la fois en physique, mais aussi en virtuel. Je pense au monde du digital. Avec ces profils plus seniors, on a développé une application pour pouvoir bâtir un plan d'intégration individualisé des jeunes diplômés. Anne-Sophie, un petit mot sur l'enjeu écologique, puisqu'on voit aujourd'hui que le transport est dans une transformation, pour ne pas dire une révolution copernicienne. Le ferroviaire, l'automobile, tous ces sujets autour de la batterie, de l'hydrogène. Vous faites partie de ces groupes qui, justement, vont accompagner cette transformation, de fait. Exactement. Et ça, c'est un point extrêmement positif pour nous. Vous avez sûrement vu notre record mondial avec notre train à hydrogène, où on a fait plus de 1175 km avec un seul plein. Je pense que ça donne de l'espoir, ça. C'est quand même quelque chose d'inédit et qui est extrêmement, extrêmement positif. Et c'est que le début. Merci. Vous reviendrez nous parler peut-être plus longuement de tout ce que vous faites, parce que là, on a évoqué évidemment ce focus autour de ce prix et de vos engagements vers les talents, mais il y a tellement plein d'autres choses à dire sur ce groupe Alstom qui est un fleuron français. Merci Anne-Sophie Chauveau-Gallas, DRH Groupe Alstom, vice-président monde, je tiens à le préciser, et vous êtes membre évidemment du COMEX, vous êtes une femme dans un groupe industriel. C'est pas mal. C'est possible. C'est possible, exactement. C'est possible chez Alstom. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. On est un tout petit peu en retard. Merci à Angèle à la réalisation. Merci à Alexis pour le son. Merci évidemment à Nicolas Juchat et merci à Laurelène pour l'accueil invité. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous donne rendez-vous demain. Bah oui, demain pour un nouveau numéro de Smart Job. Bye bye.